مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذا اللقاء الخاص مع ميراي فانون مندس فرانس. ميراي فانون ابنة المناضل الكبير، المناضل الأيقونة، المناضل الرمز فرانس فانون. Mireille Fanon, bonjour et merci pour cette interview. Peut-être on commence par une question d'actualité. Le président François Hollande a reconnu la responsabilité de la France pour le massacre du 17 octobre. Qu'est-ce que vous en pensez? Disons pas grand-chose, mais ce qui est important, ce serait de reconnaître la responsabilité de la France et de juger les criminels de guerre, dont certains sont encore en vie, plutôt que de les honorer comme on va honorer, comme il est possible que le colonel Bijard rentre aux Invalides. Donc je pense que ça ne mange pas de pain pour François Hollande. C'est une reconnaissance timide après le combat qu'on a mené depuis plus de 50 ans, de 40 ans, par les hommes et les femmes qui se sont mobilisés depuis cette sinistre journée du 17 octobre 61. Donc il y a cet aspect juridique, parce qu'une histoire ne peut être ouverte que si justice est faite. Et après, il y a les aspects des archives qui devraient être ouvertes, etc. Et on a obtenu quelques ouvertures, mais très peu. Donc bon, ça tombe bien, c'est une bonne nouvelle, mais c'est absolument pas suffisant. Enfin, moi, je considère que ça fait partie des effets d'annonce du gouvernement, de ce nouveau gouvernement, qui masque en fait aussi beaucoup de choses, qui masque les problèmes de crise économique avec lesquels il ne sait pas comment, négocier ou même faire, et il lance en avant quelques annonces comme cette annonce-là sur la reconnaissance, ou comme aussi le mariage ou l'adoption pour les homosexuels. Ça ne mange pas de pain, ça permet, en tout cas ce que ça fait, c'est qu'il y a des réactions extrêmement virulentes sur le 17 octobre, par les tenants d'une histoire revisitée, et entre autres de la droite, de l'extrême droite. Donc bon, ça fait mousser un peu les choses, mais au bout du compte, la reconnaissance, le pardon, l'implication exacte et la décision de poursuivre les criminels de guerre ne se fera pas, donc c'est bon. Qu'est-ce que vous sous-entendez en disant crise économique? Disons, ce gouvernement vit une période difficile, puisqu'il y a des choix à faire sur les plans des budgets. Les choix qu'il fait, de mon point de vue, et je ne suis pas la seule à le partager, ne sont pas les bons choix. Et tout compte fait pour faire passer un peu la pilule des lois qui viennent d'être décidées, de la décision qui a été prise hier lors du vote du budget, d'une partie du budget, d'augmenter les tranches des impôts, etc. Donc de faire payer encore plus les gens. On se permet d'avoir quelques déclarations comme ça. C'est une diversion? C'est une diversion, pour moi c'est une diversion, ni plus ni moins. Mais bon, elle est quand même, il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que c'est une diversion, mais c'est quand même un pas en avant. Cela dit, je crois que Chirac l'avait déjà plus ou moins dit. Hein. Donc par rapport à Chirac, il n'y a pas tellement de grande avancée. Je pense tant que l'Algérie sera dans la politique qu'elle mène à l'intérieur, et tant que la France sera ce qu'elle est, c'est-à-dire quand même une conscience assez présente de ce qu'elle est, de
de la force qu'elle incarne, du pouvoir qu'elle a, même si c'est un pouvoir fantasmé, de la place qu'elle a dans le monde. La France n'est plus ce qu'elle était. Enfin. Donc, tant que ces deux postures ne changeront pas, les relations entre la France et l'Algérie ne peuvent pas changer. Situation intérieure en Algérie, qu'est-ce que vous sous-entendez une sous-entendez? dictature militaire. Voilà. Bon, donc... Vous croyez que l'Algérie est une dictature militaire? Bah, écoutez, oui, je pense qu'elle est aux mains des militaires. Non, c'est une erreur. Donc, oui, pour moi, c'est ça, il y a un pouvoir. Enfin, ce qui est frappant, c'est quand on va en Algérie, c'est de se promener dans les rues d'Alger et de voir la difficulté, quand on rencontre des personnes, de voir la difficulté qu'il y a avec eux à avoir une conversation d'ordre politique qui ne soit pas extrêmement générale et qui tout de suite part ailleurs qu'en Algérie. Mais quand on veut focuser sur la situation en Algérie, c'est très très compliqué. C'est comme si c'était caché, non dit. Donc, je pense, oui, que la situation interne à l'Algérie est une situation difficile, surtout difficile pour la population algérienne. Et je pense que le pouvoir est un pouvoir militaire. Mais le pouvoir militaire, il y a des marges de mais qui n'est pas ouvert, justement, qui n'est pas ouvert, qui a quand même caché... Il y a des élections, il y a un président, il y a... Ah oui, mais ça aussi dans les pays, où même au Mali, il y avait des élections. Même au Mali, il y avait des élections, mais est-ce que la population malienne vivait bien et est-ce que c'était enfin, je dirais véritable, j'aime pas trop ce mot-là, mais je mettrais le mot véritable, démocratie. C'était une démocratie institutionnelle, sans aucun pouvoir, de façade, une démocratie imposée depuis plus de 20 ans. Mais comme on dit, enfin, pour moi, l'Algérie, c'est une fausse démocratie. C'est pas du tout... Il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de liberté... Même s'il y a des publications, il n'y a pas de liberté de parole, il y a... Enfin, je suis assez critique sur l'Algérie, oui, je suis assez critique et je pense que la lutte armée qu'ils ont menée pour la libération n'a pas donné les résultats d'émancipation du peuple algérien. Le peuple algérien s'est libéré, a payé d'ailleurs cher le prix de sa libération. Ça a été une lutte qui a quand même mobilisé la solidarité internationale un peu partout, sauf en France quand même, où c'était beaucoup plus compliqué. Mais pour autant, 50 ans après, le peuple algérien n'est pas émancipé. Il est libéré du colon, de l'ancien colon, mais il n'est pas libéré au sens où par exemple, sur un plan économique, il n'y a pas de retombée de l'extraction, pas de l'extraction, mais de la, comment on appelle ça, du pétrole. Il n'y a pas de retombée pour les populations. L'éducation est un énorme problème. La culture est aussi un énorme problème, même si il y a eu un festival panafricain il y a 2 ou 3 ans. Il y a un véritable problème de liberté publique et privée en Algérie. Donc, c'est pas un peuple émancipé. Moi, je suis très surprise. Je suis surprise de voir, et c'est bien parce que justement, cette révolution a été préemptée par les militaires, la révolution algérienne a été préemptée par les militaires, que 50 ans après, c'est un pays sous domination militaire. Et cette révolution a un grand homme comme votre défunt père Frantz Fanon y a participé. C'était peut-être une des icônes de cette révolution. Et à votre avis, il aurait pu faire le même constat s'il a vécu maintenant? Ça, moi, je refuse de faire parler les morts. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Mais je pense qu'en lisant les livres de Fanon ou ce qu'il a pu dire sur justement le parti unique, la crainte d'un parti unique, le fait que si on continue à imiter
l'ancien colonisateur, les élites politiques continuent à imiter l'ancien colonisateur, on risque d'avoir un parti unique. C'est ce qu'il y a en Algérie. Donc pour moi, c'est pas... Voilà un autre exemple qui montre que ce n'est pas un pays libéré. C'est qu'il n'y a pas la liberté de parti. Bon, on a vu quand même le résultat des élections qui a donné lieu à 250 000 morts, à des exécutions sommaires, à la terreur, à 10 années de terreur en Algérie, alors que l'Algérie est un pays riche, ouvert, potentiellement riche, qui devrait être ouvert sur le monde et qui devrait jouer un rôle fondamental sur le continent africain, qui a les possibilités de jouer ce rôle de leader, de changement, même d'introduire des changements de paradigme dans les relations internationales, et qui a la force pour ça. Et il ne joue pas le rôle que l'on pouvait attendre de lui au sortir de son indépendance. À l'entrée de son indépendance, pardon, pas au sortir de son indépendance, à l'entrée de son indépendance. Et à votre avis, c'est celui qui vraiment empêche l'Algérie de devenir ce géant, peut-être, que vous pensez? Une force politique. Une force politique, plus ou moins une force politique. Géant, parce qu'un géant, ça imposerait aux autres. Non, une force politique, c'est bien. C'est ceux qui travailler sur l'unité africaine, par exemple. C'est ceux qui gouvernent. Oui, je pense, oui. Ouais. C'est pas une personne en particulier, je pense que c'est le système. C'est le système. C'est le système pris par le FLN, enfin bon, préempté par le FLN. Et ce système, disons, si Frantz Fanon revient, vous avez dit qu'il imite le colonisateur. C'est les mêmes pratiques, à votre avis? Je pense que... J'ai pas... Je pense que la question d'imiter le colonisateur, c'est pas de faire ce que faisait le colonisateur. Cela dit, bon, il y a eu de la torture, il y a eu des couvre-feux, il y a eu de la terreur installée. Bon, ça, ce sont des pratiques qui ont quand même... qui ont lieu dans les pays dominés par une force particulière. On a eu ça au Paraguay, on a eu ça en Bolivie, on a eu ça dans plusieurs pays. Mais en Algérie, ces gens-là, ils disent en fait, ils ont fait ça pour sauvegarder l'Algérie. D'accord. Pour sauver l'Algérie d'un péril islamiste. D'accord, d'un péril islamiste, d'accord, peut-être. Il n'y a que qui peuvent le dire, déjà éteint. Et puis ce péril islamiste, peut-être que quand on est un pays démocratique, justement, et qu'on a des forces comme ça qui émergent, peut-être que l'intérêt du peuple, l'intérêt des peuples, c'est de pouvoir discuter avec ces forces et de voir ce qu'il est possible de construire ensemble. Ce n'est pas de les désigner comme des ennemis. Ce n'est pas parce qu'en les désignant comme des ennemis, c'est déjà les mettre comme victimes et donc les radicaliser encore plus. Et aussi, c'est peut-être questionner, pour moi, en premier point, ce serait pas questionner qui a intérêt à ce que de telles forces émergent. Parce qu'on voit bien, par exemple, si on regarde AQMI, d'où vient AQMI? Maintenant, on dit AQMI, une force islamiste, etc., épouvantable. Mais d'où vient AQMI? AQMI, c'est l'émanation, c'est le reste du GIA algérien, justement. Donc, la question, ce serait, d'où vient le GIA? Est-ce qu'il y avait le terreau pour la construction d'une telle force religieuse de droitisation, enfin de radicalisation droitière de la société algérienne? Est-ce qu'il y avait le terreau pour ça? D'où vient cette construction? Est-ce qu'elle vient du fait qu'elle a été exportée de l'extérieur, ce qui est possible? On voit bien quand même comment les Américains ont pu créer le phénomène Al-Qaïda, par exemple. Maintenant, on a assez de recul et d'informations pour pouvoir le dire. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi de la société algérienne, enfin, du gouvernement algérien, qui n'a pas tenu compte, qui n'a pas écouté, qui n'a pas voulu entendre ce que disait sa population sur ses demandes d'éducation, de travail, de logement, sur des droits fondamentaux de base?
dont la population, grande partie de la population algérienne est privée encore maintenant. Ce qui a peut-être encouragé l'émergence d'une société parallèle. Un pouvoir et une société parallèle. Oui, parce que tout compte fait, ces gens ont des moyens. Et vous savez très bien, comme c'est pas de la discussion de café, mais vous savez très bien qu'ils ont des réseaux et ils peuvent subvenir à des besoins essentiels des gens très rapidement, donner de l'argent, faire des réseaux sociaux, etc. Et en fait, ils ont pris, c'est ça que, plutôt que de se regarder et de dire, bon, comment ça en est arrivé là, et de voir comment on peut résoudre le problème pour que ça ne revienne pas et pour surtout réduire cette force qui est en train d'émerger, pourquoi est-ce que le gouvernement algérien n'a pas tenu compte, n'a pas fait ce travail social, économique, social, d'éducation que les autres ont tenté de faire et tentent de faire contre un gouvernement et contre certainement des orientations qui pourraient être totalement différentes. Ce constat peut être, à votre avis, le rêve algérien incarné par des gens comme un humaniste, un grand humaniste comme Frantz Fanon, votre défunt père, est devenu peut-être, après 50 ans d'indépendance, un cauchemar. Je pense que ce que Frantz Fanon a essayé de faire, mais aussi bien en tant que psychiatre qu'en tant qu'activiste, qu'en tant qu'homme engagé, qu'en tant qu'ambassadeur itinérant, même que journaliste, c'était quand même de tenter de trouver des solutions pour que l'homme libéré soit un homme debout, soit libéré de l'aliénation, de la domination, et soit un homme debout. Et là, ce qu'on peut voir dans différents pays, c'est que les hommes ont été libérés de l'oppression coloniale, mais ne sont toujours pas, leur État ne leur a pas permis d'être des hommes debout, avec des difficultés pour voyager, des difficultés pour s'éduquer, pour se soigner, etc. Donc je crois que c'est un peu ça qui est en cause là en Algérie, mais aussi, on le voit très bien aussi avec le Mali, c'est un peu la même dynamique. Et le Mali, avec d'autres raisons. Hein, bon. Et le Mali, peut-être sur les portes d'une intervention militaire. Qu'est-ce que vous en pensez ce qui se passe au Mali? Quelle est votre analyse? Écoutez, pour le peu que je connaisse, ce que je constate, c'est que la France a rédigé une résolution pour protéger ses propres intérêts, mais ça, on le sait, c'est la France, elle est comme ça. Elle pense à ses intérêts, elle ne pense pas aux populations. Quels sont les intérêts de la France au Mali, à votre avis? Il y a quand même, déjà, il y a l'externalisation de l'Union européenne, enfin de la Frontex pour le contrôle des migrants. Ensuite, il y a quelques gisements, quelques extractions de ressources dans le nord du Mali. Ils ont plusieurs intérêts. Il y a des grandes entreprises qui sont installées. Donc, je pense que les gens qui ont été enlevés ne sont pas des gens qui étaient en vacances, ce sont des gens qui étaient ou ingénieurs de grandes entreprises. Les Français, vous. Des Français de grandes entreprises. Donc, des otages français. Oui, des otages français. Donc elle a quelques intérêts financiers, économiques dans cette partie du monde. Après, je pense que la situation de la Libye, avec une intervention illégale sur le plan du droit international, même si elle a pris des aspects de l'égalité, l'intervention de l'OTAN a permis que des armes soient envoyées, arrivent au Mali, et au nord Mali. Le nord Mali, c'est le sud de l'Algérie. L'Algérie, oui, dans tout cela, il y a la question des Touaregs aussi. Il y a la question des Touaregs dont personne ne veut parler, et ce sont un peuple qui demande la reconnaissance de leurs droits depuis très longtemps et qui lutte pour ça. Je vous parlais des Azawad, oui, les Touaregs du Mali. Oui. Et l'Algérie dans tout cela, il y a des Algériens qui ont vraiment bien qu'on constate un changement de la position officielle de l'Algérie pour l'intervention militaire.
Jusqu'à présent, ils ne semblent pas très pour l'intervention militaire. Et en tout cas, eux ne veulent pas. Parce qu'en fait, ce seraient les seuls qui auraient le pouvoir, la force militaire pour intervenir. Et il y aurait certainement plus de légitimité que d'envoyer une force de la CEDEAO qui est composée de mercenaires et d'anciens soldats qui sont intervenus sous les ordres de Ouattara, etc., de la Côte d'Ivoire. Donc malheureusement, en l'état, c'est ça qui est terrible, c'est que cette situation a tellement perduré qu'elle s'est envenimée, et qu'on est arrivé effectivement à une future partition du Mali qui est, pour les Maliens, inacceptable. Et pour l'Algérie, il y a des Algériens qui doutent, ils ont peur de ce qui se passe au Mali. Bien sûr, le Mali, c'est peut-être c'est les frontières de l'Algérie. S'il y a une intervention au Mali, on peut craindre, et c'est ça le gros problème, c'est qu'on peut craindre que cela s'embrase sur le Niger, sur le Nigeria, sur la Guinée, sur la Mauritanie. La Mauritanie qui n'a pas de moyens militaires suffisants pour bloquer, comme peut le faire l'Algérie d'ailleurs, pour bloquer sa frontière. Donc bon, c'est quand même c'est un coup de... Enfin, je dirais, c'est un coup de poker que les peuples vont payer très cher, puisque ce seront eux les premières victimes de cette possible intervention armée que tout le monde veut à l'heure actuelle. Et précisément la France, à votre avis? Je pense que la France la veut très précisément pour protéger ses intérêts. Elle se fiche complètement du peuple malien. C'est ça aussi, quand même, pour moi, un des... Et les Algériens qui ont peur exactement de l'intervention de la France. Mais ils ont raison d'avoir de l'ingérence de la France. Bien sûr, ils ont raison. La France s'est ingérée dans les histoires ivoiriennes, elle s'ouvre dans les histoires en Guinée, elle pratique l'ingérence, elle a pratiqué l'ingérence en Libye. Enfin bon, dans combien de pays, même autour là, de cet abcès en ce moment, dans combien de pays est-ce qu'elle pratique l'ingérence pour des raisons humanitaires, pour des raisons économiques? Enfin bon, donc on envoie des forces spéciales, on fait voter, enfin bon... Il y a des Algériens qui pensent, peut-être ils croient au complot, et ils pensent que vraiment celui qui est vraiment visé par cette intervention, c'est bien l'Algérie. Cette intervention, bien sûr, menée par la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'avais pas vu ça comme ça, non. Je pense que c'est plutôt pour les pays occidentaux, c'est plutôt une façon de remettre la main, de continuer plutôt à mettre la main sur toute cette partie de l'Afrique subsaharienne. C'est plutôt ça. Et vous parlez des gisements de quoi, à votre avis? Il y a des gisements, il y a de l'or au Mali, il y a des gisements, honnêtement, je ne les sais pas. De l'or, dernièrement, il y a un rapport... Il y a du pétrole, il y a au Niger, il y a quelque chose qui est très essentiel pour les téléphones. Pour l'uranium aussi. L'uranium, etc. Donc, il y a quand même des ressources indispensables au monde occidental. Et à votre avis, l'émergence de l'islamisme dans cette région, la dominance maintenant, cette partie du Mali, elle est sous le contrôle des groupes islamistes, pose beaucoup de questions? Ce qui pose la question, c'est plutôt la question de l'islamisme. C'est la question de la radicalisation de l'islamisme, la radicalité de l'islamisme. C'est pas l'islam en soi. C'est la radicalisation de l'islam et avec son lot de violence, d'exactions, etc. C'est plutôt ça. Et puis, quand même, pour le Mali, ce qui se pose, c'est la partition possible du Mali, ce qu'ils ne veulent pas. Et cette partition, d'ailleurs, va-t-elle s'arrêter à Tombouctou, ou Gao? Va-t-elle aller plus bas? Enfin, bon, c'est quand même un véritable problème, en sachant que les industries au Mali sont plutôt au nord qu'au sud.
le Mali du Sud, il n'aura aucun contrôle sur le Nord. Et dans ce contexte, ce défi peut-être aussi pour l'Algérie, ce qui se passe au Mali, revenons à la politique intérieure de l'Algérie. Vous pensez que si la politique de l'intérieur de l'Algérie était différente, peut-être les défis extérieurs n'auront pas cet impact, cette peur sur l'Algérie? Ah, je pense, oui. Oui. Je pense que si l'Algérie jouait vraiment son rôle. Enfin, l'Algérie, elle a tout pour elle. Elle a tout pour jouer un rôle qui soit un rôle moteur, un rôle d'acteur actif, de proposition, de lien, de proposition sur l'unité africaine, sur justement éventuellement une force d'interposition, je ne sais pas, mais pas forcément une force d'intervention comme on envisage sur le Mali. Et puis elle a un poids, historiquement elle a un poids, et elle ne remplit pas son rôle. Et c'est en ça qu'on peut tous être déçus de la façon dont l'Algérie évolue à l'heure actuelle. C'est dramatique pour la population algérienne, mais c'est dramatique aussi pour le continent africain. Le continent africain devrait pouvoir compter sur la force de l'Algérie. Cette situation et même au niveau du... Enfin, je sais pas, si on est en train de parler de l'arrivée au Conseil de sécurité du Rwanda. C'est l'Algérie qui aurait dû pouvoir rentrer au Conseil de sécurité. Mais l'Algérie libérée, émancipée, pas l'Algérie aux mains des militaires. Et vous êtes militant de droits de l'homme. Quel constat faites-vous de la situation des droits de l'homme en Algérie? Écoutez, si on regarde juste ces années terribles où il y a eu tant de morts et de disparitions, il n'y a rien à dire. Enfin, les droits de l'homme sont une façade, mais ils sont une façade aussi dans tellement de pays. Donc si vous voulez, pour moi, il ne s'agit pas de faire le procès de l'Algérie. Il s'agit de constater que l'Algérie, tout compte fait, malgré l'histoire qu'il a portée, le fait que sa libération a été des exemples pour de nombreux peuples qui étaient encore colonisés, que ça a été aussi un des moyens, Fanon parlait de ça, de dire l'exemple de libération de l'Algérie doit servir aux autres peuples encore colonisés. Donc mutualisons nos expériences et travaillons sur l'unité africaine. C'est ça que l'Algérie aurait dû faire. C'est ce qu'elle ne fait pas. Donc en même temps sur la situation des droits de l'homme, mais en France, nos droits de l'homme sont atrocement violés, encore plus maintenant qu'avant, pour raison de crise et de dite sécurité. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Donc il n'y a pas, si vous voulez, à l'heure actuelle, le modèle qui domine, c'est normal. Le modèle qui domine, c'est le modèle où il est normal, tout compte fait, de violer les droits, où il est normal de violer le droit international, où il est normal de violer le droit humanitaire international. Tout ça est normal, puisqu'on est en train, au regard de soi-disant la crise financière et économique imposée, et puis au regard de la militarisation du monde, on est en train de changer de paradigme dans les relations internationales. On passe d'un ordre qui aurait dû être un ordre qui assurait la paix et la sécurité internationale pour l'ensemble des peuples, et on est en train de plus en plus dévier vers quelque chose qui s'apparente à la loi de la jungle. Si tant est que dans la jungle, il n'y ait pas eu de loi. Je pense qu'il y en avait plus eu dans la jungle qu'il n'y en a maintenant dans de nombreux pays. Donc, l'Algérie ne fait que reproduire ce que font les autres. Hein. Et on ne peut pas... Là-dessus, même si, personnellement, je trouve scandaleux les violations des droits humains des hommes et des femmes qui en sont victimes, elle ne fait que reproduire... et là aussi, elle aurait dû montrer... Vous visitez l'Algérie, vous? Oui, j'y suis allée, oui. Quelquefois, pas beaucoup, je connais pas. Je visite pas, non, j'y vais pour des choses précises, je visite pas.
vous y allez pour des colloques à propos de Frantz Fanon. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel héritage a laissé Frantz Fanon? Quelle est l'image de Frantz Fanon en Algérie maintenant? Et compris dans ce qu'on m'a dit, c'est que pendant les années 80-90, Fanon n'était pas tellement à la... Il dérange? Je pense, si vous voulez, les gens, on ne peut quand même pas dire que les gens sont idiots. Quand on lit les bouquins de Fanon, qu'est-ce qu'on constate? C'est que quand on lit Les damnés de la terre ou L'enceinte de la révolution algérienne, on voit bien qu'il y a entre ce qui était écrit, ce qui était possible au moment de la libération, et là maintenant où on est 50 ans plus tard, il y a des hiatus. Il y a des vrais manques, enfin des vrais... La bourgeoisie, les élites intellectuelles n'ont pas joué le rôle qu'elles auraient dû jouer. Le développement économique ne bénéficie pas au peuple. L'éducation n'a pas la place qu'elle a, etc., etc. Donc, alors qu'il y a des moyens. Donc, c'est clair que quand, enfin, j'imagine, quand on est au pouvoir et que on constate qu'on a failli, forcément, on n'a pas envie d'avoir des gens en face de nous qui nous disent « vous avez failli, voilà, là vous avez failli, là vous avez failli ». Ce n'est jamais agréable. Et vous pensez que Fanon, s'il était vivant maintenant, il aurait parlé de ces faillites? Je ne peux pas vous dire ça. Ça, je ne peux pas vous le dire, puisque je vous ai dit que je n'ai pas le don d'ubiquité. En revanche, à la limite, même Fanon n'est pas là ou il est là, peu importe. Ses livres sont là. Il dit un certain nombre de choses sur les bourgeoisies, sur la culture, sur l'ONU, sur la solidarité internationale, etc., sur la gauche, sur le parti unique, sur un certain nombre de choses, sur la redistribution des richesses, bon, un certain nombre de choses qui émaillent un peu tout son parcours d'écrivain politique. Et donc, ces choses ne sont pas là. Donc, c'est évident que ça renvoie, quand même, à un moment donné, le travail n'a pas été achevé, le travail n'a pas été fini. Le peuple s'est libéré de l'oppression coloniale, mais le peuple n'est pas émancipé. Et on n'a pas permis, en tant que dirigeant, on n'a pas permis l'émancipation du peuple. Parlons d'arabe, le printemps arabe, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, moi je voudrais dire que j'ai quand même pas un avis sur tout, je ne suis pas spécialiste en tout, donc faut... Un avis personnel peut-être? Écoutez, sur les printemps arabes, moi je pense pas que ce soit d'abord un printemps, je pense que c'est un long processus. On peut parler de révolte peut-être, mais pas de révolution ni de printemps, parce que d'abord il n'y a pas de printemps là-bas quand même, tel que nous on le... C'est encore une image, voilà, c'est une représentation occidentale. Donc pourquoi accepter de reprendre une représentation occidentale? Non, c'est plutôt une révolte de gens qui se sont révoltés, soulevés contre les dictatures et contre le fait d'être économiquement... Voilà, une dictature, elle pousse les gens à ça, à se révolter, ou à se radicaliser vers les islamistes, ou à se révolter, tel que l'a fait Bouazizi, pour dénoncer l'iniquité et la non-redistribution des richesses, et le fait que ce sont des gens diplômés. Moi, je suis allée à côté de Gafsa, là, j'ai plus le nom... bon, peu importe. En Tunisie. En Tunisie, où j'ai rencontré tous ces jeunes diplômés. C'est inadmissible. C'est humainement inadmissible. Donc, que ces jeunes se soient révoltés, que ce ne soit pas forcément un mouvement politique, que l'apprentissage du politique se fasse chemin faisant, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de se confronter à la réalité politique, à la difficulté du politique. Donc, justement, là encore, l'Algérie aurait pu jouer, si elle était autre chose, elle aurait pu jouer un vrai rôle. Comment, à votre avis, comment l'Algérie? Quelle feuille de route peut-être vous proposez pour l'Algérie J'ai pas de feuille de route à proposer pour l'Algérie, j'ai aucune leçon à donner à l'Algérie, je constate un certain nombre de choses. En revanche, ce que je pourrais dire, c'est déjà... mais c'est comme pour la France, sur l'histoire de l'Algérie. Ouvrons l'histoire, ouvrons les archives, mais non seulement ça, mais aussi faisons un travail d'analyse et surtout aussi poursuivons les criminels de guerre. Donc pour l'Algérie, il y a eu des années terribles et noires, poursuivons les criminels de guerre, ils doivent être jugés, même si c'est au plus haut
Mais il y a une réconciliation, il y a... Les réconciliations, écoutez... Il y a une charte de oui, concorde nationale. Je l'ai lu. Personnellement, il y a un exemple célèbre avec la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. On voit ce que ça donne 30 ans après. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, l'apartheid n'est plus là. Effectivement, les gens votent, donc il n'y a plus de situation d'apartheid. Sauf qu'il y a une discrimination sociale énorme et il y a toujours du racisme. Et les crimes qui ont été commis par les Blancs n'ont pas été punis. Ils ont été pardonnés, mais ils n'ont pas été punis. Et on voit bien qu'un pays, c'est très difficile de construire une histoire commune avec l'ancien tortionnaire et la victime. C'est très très difficile. C'est quasiment impossible. C'est demander aux gens une transcendance permanente qui est un effort surhumain. Alors que s'il y avait eu un jugement, ou alors il fallait peut-être décider de faire une véritable politique sociale qui touchait particulièrement la population noire d'Afrique du Sud. Mais les plus pauvres, pas les petits bourgeois qui réussissent à s'en sortir, qui ont des belles maisons, etc. Il fallait arriver à faire ça. Ça n'est pas le cas. Ça n'est absolument pas le cas. Donc si l'Algérie, elle ne fait pas la même chose, c'est-à-dire, d'une certaine façon, elle ne juge pas. Mais ça implique revenir en arrière. Mais alors, l'histoire, c'est sans arrêt, c'est à la fois fait du passé et du futur. On peut pas. Et le futur, vous êtes optimiste pour l'Algérie? Je suis optimiste pour aucun pays, pour aucun citoyen du monde actuellement. Je suis très pessimiste. Je pense qu'on va très sérieusement vers une intervention d'abord au Mali qui va mettre à feu et à sang une partie de l'Afrique. Donc ça, je pense qu'on a une part de responsabilité. Et puis ensuite, je pense qu'on va vers une possible une intervention sur l'Iran, un bombardement de l'Iran, qui est extrêmement problématique pour l'ensemble du monde. Être la fille d'une icône comme Frantz Fanon, comment vous la vivez? Écoutez, moi, j'ai pas fait mon nom. Il y a beaucoup de gens, jusqu'à très récemment, qui ne savaient pas que j'étais la fille de Fanon. Il a fallu qu'il y ait cette fondation Frantz Fanon pour que les gens commencent à comprendre que j'étais la fille de Fanon. Mais j'ai fait ma vie sans ça. Sans ça. Donc, puis mon père est parti, j'étais très très jeune, donc je ne l'ai jamais revu. Il est mort très jeune aussi, donc je ne l'ai pas revu. Donc, si vous voulez, j'ai fait ma vie. J'ai travaillé, j'étais prof. J'ai fait ma vie normalement. J'ai pas utilisé mon nom pour mon nom n'était pas ma carte de visite. Voilà. Et la fondation de Frantz Fanon? Écoutez, moi, c'était pas mon souhait, honnêtement, parce que justement, je trouve que c'est très compliqué de vivre avec un nom, mais en plus, j'en ai deux. Mendes France et France, quand même, bon. On n'a jamais, aussi bien mon mari que moi-même, on n'a jamais vécu de ça, quoi. On a bossé normalement. Et je voulais pas, justement, parce que je vois bien, après, on vous fait rentrer dans une espèce de starisation ou de personnage public. Et moi, en fait, je suis vraiment une militante de base. Moi, je vais faire des rapports sur le terrain, je vais rencontrer des prisonniers politiques, j'écris sur leur cas, je vais... par exemple, je suis observatrice sur des procès, j'écris là-dessus, bon, donc je suis vraiment... Et donc cette fondation était quelque chose qui me... Je comprenais bien, en plus le moment était effectivement assez important en relisant Fanon, de percevoir que ce qu'il avait dit n'était pas arrivé. Donc c'est vrai que pour moi, c'était cette première étape des indépendances. La libération a été faite, mais l'émancipation n'est pas arrivée. Donc peut-être les révoltes arabes, elles devraient peut-être permettre cette seconde phase des indépendances, cette seconde étape des indépendances. Et donc je l'ai fait un peu contrainte, vraiment j'ai été acculée, harcelée par des tas d'amis. Et quand je demandais, tu penses qu'une fondation Frantz Fanon? Non, oui. Donc bon, je l'ai fait, j'en assume la responsabilité avec 3 autres personnes. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'argent.
Parce il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais Frantz Fanon, c'est un moujahid. Normalement, c'est un shahid. Considéré comme un shahid et un moujahid algérien. Il aurait pu peut-être bénéficier, sa fondation, de la richesse de l'Algérie. Écoutez, moi franchement, en tant qu'Algérien, ça me surprit. Écoutez, moi j'ai... C'est une surprise pour moi. J'ai essayé de rencontrer le président Bouteflika pour au moins d'abord me présenter, puisque je sais que Frantz Fanon compte pour l'Algérie, et puis pour parler de cette fondation, donc essayer de voir dans quelle mesure il était même possible. Pour nous, c'était important qu'il y ait quelque chose même en Algérie de cette fondation, un espace en Algérie. Ça n'a pas été possible, j'ai essayé par différents biais, ça n'a pas été possible, donc pour l'instant c'en est là. Donc l'Algérie ne participe pas au financement de cette fondation. Et puis en Occident, inutile de vous dire que Frantz Fanon n'est pas aimé, c'est quand même un traître qui a choisi la cause algérienne, qui a démissionné de son poste de médecin. De l'hôpital de Blida, donc franchement les gens n'ont pas tellement envie d'entendre parler de Frantz Fanon, donc c'est très très compliqué d'obtenir des fonds. Même si beaucoup de personnes se réclament des idées de Frantz Fanon, de ceci, qu'il est important, qu'il a participé, qu'il en a. Pour autant, il y a une espèce de posture un peu négative. Donc c'est dommage parce que je pense qu'on a... Et en plus pour moi cette fondation elle n'a de sens que parce qu'elle est tournée vers les pays d'Afrique. Enfin, pour moi elle ne peut servir qu'à réfléchir sur cette seconde étape des indépendances qu'on a à construire ensemble. Et avec comme entre guillemets vadémécum, comme une feuille de route, justement ce que Fanon dit sur l'éducation, sur la bourgeoisie nationale, sur les élites, sur le rôle que peut jouer l'ONU, ou en tout cas sur la réforme nécessaire de l'ONU, de façon à ce que des pays anciennement colonisés aient une place, une place visible et qui compte dans ces pays, et non pas... le Rwanda, qui est un pays anciennement colonisé, on est d'accord, mais on voit très bien pourquoi le Rwanda, bon élève du FMI, est tourné vers la production et la finance. C'est un peu dommage que justement l'Algérie, pour moi c'est un vrai... L'Algérie ne joue pas son rôle, ne peut pas jouer son rôle tant qu'elle est aussi dans cette structure de militarisation, enfin de pouvoir pris en main par les militaires. Donc pour revenir à la fondation, voilà, on fait énormément de choses, on a des chantiers, on a travaillé sur un projet en Haïti, on a travaillé en Haïti, on a travaillé sur au Mali aussi, on a travaillé, on a des projets sur dialogue interafricain, on a des projets sur la diaspora, 6e région de l'Afrique. On a des projets à propos du centenaire de la naissance de Césaire, dialogue Césaire Fanon. On a des projets sur les archives de Fanon qu'on a du mal à obtenir, y compris en Algérie, où là je suis quand même allée voir où on demandait, moi d'ailleurs personnellement, je voulais voir ces archives parce que c'était celles qui concernaient mon père, donc ça m'intéressait de les connaître. Et puis c'est aussi intéressant, la Fondation, on a une partie archives, et c'est intéressant que la Fondation puisse offrir aux chercheurs une partie des archives. Il ne s'agissait pas de nous donner les archives, il s'agissait juste de nous transmettre. On vous a refusé de... Il y a eu une fin de non-recevoir. Disons que c'était un silence poli. On ne m'a pas dit non, vous ne les aurez pas. On m'a juste pas répondu, quoi. Donc c'est dommage, quoi, parce que ça aussi, ça contribue à l'histoire, à la construction. Et puis la Fondation n'est pas l'ennemi de l'Algérie. On peut avoir un regard critique et analyser les conditions d'émergence de telle ou telle situation sans pour autant être une ennemie ou un ennemi. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà ce qu'on fait, on fait de l'éducation populaire. On a fait quelque chose de très intéressant avec la Fondation Steve Biko et la Fondation Malcolm X et la Fondation Frantz Fanon.
on a pendant une semaine tourné en France où on est allé rencontrer les populations des quartiers populaires de Lille, de Marseille et de Lyon et de Paris, où c'était très intéressant. Donc on va continuer des tours comme ça. Voilà, on a produit un petit livre sur Fanon. On est en train de travailler avec un chercheur de Cambridge, on est en train de travailler sur l'édition de documents inédits. Voilà, et Olivier Fanon, donc mon demi-frère, le fils de la deuxième compagne de Fanon. Enfin, ma mère était elle était une compagne dans un moment très court, a donné son accord pour que ces pièces soient publiées, soient traduites en anglais, il y a un travail de recherche d'historien fait dessus, donc c'est très très bien, c'est un apport important. On se rend compte que Fanon, effectivement, le journal Newsweek dans les années 80, je crois, avait précisé que Fanon était un des 50 penseurs du monde. Donc je pense que cette fondation, tout compte fait, c'est d'abord prendre en considération ça, sa pensée, mais c'est surtout aussi de regarder comment sa pensée a pu marquer l'évolution du monde et comment aussi où on en est maintenant, quoi. Le travail n'a pas été terminé et il y a quelque part un peu une obligation en tant que citoyen, en tant qu'activiste, il y a un peu l'obligation de permettre l'émergence de la fin de ce travail pour qu'on aille vers l'émancipation. Nous ne le verrons peut-être pas, mais nos petits-enfants le verront peut-être, ou seront les artisans de cette émancipation, où les relations internationales auront d'autres odeurs que celles du soufre et de la bombe, ou de l'argent. Donc je pense que l'enjeu en veut la chandelle, vu l'endroit vers lequel on est en train de nous entraîner. Merci beaucoup, Madame Mireille. C'était vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Et merci encore une fois pour cette interview. Merci infiniment. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.